Bonjour. Donc là maintenant je vais vous parler de sismicité induite et de monitoring microsismique. Alors essentiellement dans ce domaine qui est très vaste, dans l'équipe de géophysique, on travaille surtout sur le développement d'algorithmes de propagation des ondes élastiques dans les milieux en 3 dimensions, et également on travaille sur les problèmes inverses, c'est-à-dire à partir des mesures de surface, essayer de retrouver les propriétés du sous-sol qui nous intéressent. Alors d'abord, je vais commencer par un rappel. Simplement ici, on a sur ce qu'est exactement le monitoring microsismique. C'est relativement simple sur le papier. On place des capteurs en surface et à chaque fois qu'il y a une rupture ou un séisme, on enregistre les signaux sur des capteurs 3 composantes éventuellement. Et à partir de ces signaux, ce qu'on cherche à obtenir, c'est la localisation éventuellement là où il y a eu une rupture. Le type de mécanisme de rupture, et également aussi on cherche en même temps à obtenir des propriétés de propagation des ondes entre les capteurs et les ruptures. Un autre rappel qui est relativement important, parce que c'est un sujet qui est relativement chaud, c'est comment est-ce qu'on caractérise la magnitude d'un séisme. C'est une échelle logarithmique. Donc on peut commencer avec des séismes de magnitude relativement faible, -4, -2, -3. Ensuite ici, et associé sur ce tableau, vous avez la surface de rupture qui est associée. Donc à partir de magnitude 3, c'est des séismes en général qui sont ressentis par l'homme en surface, et on voit les dimensions qui commencent à accroître. Alors, j'ai une classification des séismes qui est un petit peu binaire et qui est peut-être sujet à discussion. Dans le cadre de la fracturation hydraulique, il y a les séismes que j'appelle induits, qu'on appelle des microséismes. En général, donc, c'est des séismes qui sont inférieurs à une magnitude de 2. La plupart du temps, quand on fait de la fracturation hydraulique, on a des séismes qui sont de l'ordre d'une magnitude de 1. Donc ça, c'est inhérent à l'injection de fluide où on cherche à faire les fracturations. Ces séismes ont lieu autour du puits, et on peut considérer que c'est des événements mineurs, et pas forcément, qui n'ont pas forcément de conséquences sur l'environnement. Donc le monitoring sismique est un outil essentiel, d'ailleurs c'est le seul outil essentiel pour suivre la fracturation dans le sous-sol et pour avoir une estimation des volumes qui ont été fracturés. Et il y a une autre catégorie, donc là c'est ce que j'appelle les triggered earthquakes, qui résultent de changements de contraintes quand on est proche d'une faille, d'une faille qui est liée à la tectonique. Et là, on peut avoir des séismes de magnitude extrêmement forte, donc induits par l'homme, et également le monitoring microsismique est essentiel pour essayer un jour peut-être de minimiser les risques de ces séismes-là. Donc essentiellement, les outils sur lesquels nous on travaille sont pour la microsismicité induite, mais je vais quand même faire une parenthèse sur les séismes de plus forte amplitude. C'est une des motivations pour qu'on prenne ce sujet au sérieux. Il faut y investir encore des moyens. Alors si on prend le cas par exemple de l'Oklahoma, où il y a des productions de pétrole qui est extrêmement énorme, sur cette carte est représenté les séismes entre 1970 et 2014. Vous avez en bleu les séismes qui ont lieu donc entre 1970 et 2008. Donc ça, c'est la sismicité naturelle. Est venue entre-temps la production d'hydrocarbures. Donc on extrait des fluides et en même temps on réinjecte des fluides, soit pour la fracturation, soit simplement pour faire du stockage souterrain de tous les déchets de la production. Et on voit ici la sismicité
qui est extrêmement importante. Une autre manière de le représenter, c'est sur ce graphique-là. On commence en 1979, on finit en 2014. On a un nombre de séismes qui est relativement faible. L'axe vertical commence à 0 et se finit à 200. Et on voit qu'à partir de 2008, on a un nombre de séismes de magnitude 3 qui commence à devenir relativement important. Alors quand on regarde un peu plus en détail, c'est pas très surprenant. Ici, ça c'est une carte de l'Amérique. L'Oklahoma doit être par ici. Et on est en train de fourrer, de faire des fourrages à côté d'une ancienne zone une zone de chevauchement qui est visiblement active puisqu'il y a une certaine sismicité, etc. Le résultat, c'est qu'il y a eu un magnitude 5.6. Là, c'est commence à devenir chaud. Et quand on regarde, donc ici, on a les enregistrements de ce séisme. Et la relation ici, vous avez le nombre de puits qui ont été creusés en Oklahoma depuis 2008. Il y en a 12 000. Il y en a 6 000 qui servent à extraire des fluides. Et il y en a l'autre moitié à peu près qui sert à réinjecter les résidus de production ou pour faire de la fracturation hydraulique. En parallèle, sur ce graphique-là, vous avez le nombre de puits forés par an. On commence en 2002, 2003 et on va jusqu'en 2014. L'échelle verticale, vous la voyez peut-être pas très bien. On commence à 0 et ici, on finit à 1200. Donc en 2008, on a foré 1000 puits dans l'Oklahoma. À titre d'échelle ici, c'est à peu près 300 km sur 300 km. Voilà. Et à nouveau aussi. Donc il y a d'autres cas qui ont été répertoriés de séismes induits relativement forts dus à l'injection de fluide. Par exemple, au Colorado, il y a eu un magnitude 5.5 qui a eu lieu un an après l'arrêt de l'injection des fluides. Autre cas au Colorado, magnitude 4.3, 4 ans après l'injection des fluides. Et un autre cas ici, 4.2, 14 ans après l'injection des fluides. Donc ici, c'est bien que je suis un géophysicien, là-dedans, c'est un sujet qui est vaste, dans lequel il faut aussi intégrer toute la mécanique des roches. Et pour le moment, notre contribution est beaucoup plus modeste, on n'en est pas encore là. Alors, quels sont les objectifs? Alors, c'est un projet qui a commencé à peu près en 2008-2009. Donc, ce qu'on cherchait à faire ici, c'est développer des outils pour concevoir les réseaux d'écoute microsismique. Comme on a des séismes de magnitude qui sont extrêmement faibles, magnitude 0, il faut des réseaux d'écoute qui aient une sensibilité qui soit relativement faible. À côté de ça, ce qu'on cherche à faire, c'est estimer le modèle de vitesse de la propagation des ondes du sous-sol, qui peut indirectement nous donner des informations sur la géomécanique et les champs de contraintes. Évidemment, localiser précisément les microséismes, aller vers les mécanismes au foyer qui nous donnent une idée du type de rupture, et le but final, aller vers les réseaux de fracture. On va surtout se concentrer sur cette partie-là. J'en suis pas là, ça c'est plutôt Dominique pour UL et les autres pour le moment. Alors, il y a certaines exigences ici. On doit être capable de simuler la propagation des ondes dans des milieux 3D. C'est pour les ondes P et pour les ondes S. Autre contrainte extrêmement difficile, ici, on se retrouve dans des milieux où les vitesses, les contrastes des vitesses sont extrêmement fortes, c'est-à-dire qu'on est dans des milieux bloqués. On a des signaux émis qui sont de très haute fréquence, on monte à 500 Hz ici, et on a une autre contrainte que j'ai marquée en rouge ici, on est presque obligé, pendant la fracturation hydraulique, de faire de la tomographie en quasi temps réel et de localiser évidemment les événements en temps réel. Donc, on doit être
pour ces objectifs-là, on doit être capable de calculer, dans un premier temps, les temps de trajet dans des milieux hétérogènes 3D, les angles à la source, donc ce qu'on appelle la polarisation, et aussi de prédire les amplitudes. Donc c'est ce qu'on appelle également la divergence géométrique pour les ondes P, les ondes SV et SH. Donc la particularité, parce que la sismologie, c'est pas une discipline qui est nouvelle, la particularité, c'est il faut aller vite pour le temps de calcul. Il faut faire des résultats qui soient propres, mais aller relativement vite. Donc, on a décidé de se baser, développer des outils de modélisation qui sont basés sur les solvers de type iconal qui ont la propriété d'être très rapides et robustes. Et alors, une motivation également, à cause de ces milieux qui sont fortement hétérogènes, il y a un consensus général pour dire que les outils qui existent actuellement sont soit trop coûteux en temps de calcul ou alors ne sont pas assez précis. Voilà. Donc, la première étape, donc ici, a été de développer ces outils de propagation dans des milieux hétérogènes 3D. Donc, sur cet exemple ici, qui est un modèle connu pour les géophysiciens, on propage, on a donc nos temps de trajet, on a les isochrones, les couleurs en bleu représentent les vitesses. En même temps que ces calculs-là, on est capable de prédire les angles de départ des raies à la source, ici. Et également, chose très importante, là on a des résultats qui sont uniques à ce niveau-là, dans des temps de calcul extrêmement courts. On est également capable de prédire la divergence géométrique ou les amplitudes des ondes à fur et à mesure qu'elles se propagent dans le milieu. Donc évidemment, on a validé ces solutions-là avec des différences finies et on a des résultats qui sont relativement satisfaisants. Donc ça, c'est la première étape. On a développé en 2D et en 3D des outils de modélisation. À partir de ces outils de modélisation, eh bien, on peut très bien construire maintenant, des outils pour la planification des réseaux d'écoute microsismiques. Donc, on prend éventuellement un mécanisme à la source, donc c'est son diagramme de rayonnement. On prend les temps de trajet, on prend les angles à la source et les amplitudes, et on peut prédire dans un milieu 3D la réponse qu'on va avoir pour un certain séisme, pour un certain mécanisme en surface. Donc vous avez par exemple sur ces images ici, c'est les déplacements ou les vitesses qu'on va mesurer en surface. Ici, ça c'est si on avait pris simplement une source isotrope, ça c'est pour les ondes P. Ensuite, quand on a un double couple, voici la réponse qu'on va avoir en surface, c'est les vitesses ou le déplacement, comme vous voulez, pour les ondes P. On s'aperçoit qu'il y a des zones d'ombre où on risque pas du tout d'enregistrer le signal. On peut faire la même chose pour les ondes SV et les ondes SH. Donc voilà, donc ça c'est un outil qu'on a fait en collaboration avec la société Magnitude qui permet maintenant de prédire sur des milieux complexes hétérogènes relativement rapidement où et comment placer les stations pour être en mesure d'enregistrer proprement ces séismes de très très faible magnitude. Alors là on n'a fait que la moitié du chemin ici et je vous rappelle le but final c'est quand même d'aller vers les réseaux de fracture. Ça, pour moi, point d'interrogation, je n'en suis pas là. Nous, et ces réseaux de fracture, elles viennent essentiellement de la localisation des microséismes et des mécanismes au foyer. Voilà. Donc, pour le moment, si nos séismes ne sont pas localisés proprement, eh ben, nos réseaux de fracture, on ne va pas réussir à les faire aussi. Donc, ici, on est parti sur le problème inverse, à partir des mesures de surface, essayer de trouver les algorithmes qui soient toujours, je le rappelle, rapides pour pouvoir localiser de manière très fiable et précise ces microséismes. Alors, le problème ici, c'est idéalement ce qu'on cherche à faire, c'est de localiser un séisme proprement avec une faible incertitude.
ce qui peut arriver fréquemment, c'est avoir un séisme qui est bien localisé, mais avec une incertitude qui est relativement forte. Donc ça, ce problème-là, on l'a plus ou moins, on peut l'aborder avec les outils qu'on a développés pour concevoir les réseaux d'écoute microsismique qui soit suffisamment sensible pour qu'on puisse pointer les temps de trajet proprement et qu'on puisse localiser assez précisément. Ensuite, il y a le cas qui arrive assez souvent, c'est-à-dire que le séisme est mal localisé par rapport à son vrai point et en plus, il a une incertitude qui est relativement faible. Donc c'est ces cas-là, et ça, c'est lié en particulier à la manque de précision du modèle de vitesse de propagation des ondes. Donc c'est là-dessus où on a concentré nos efforts. Ici, donc finalement, on se ramène à un problème de minimisation. Ici, donc avec une fonction coût, on a comme variable la position des séismes en x, y, z, le temps origine du séisme, parce que lui, on ne le connaît pas. Ensuite, ici, le modèle de vitesse pour les ondes P et pour les ondes S en 3 dimensions. Alors là-dessus, pour répondre à ce problème-là, on a développé 2 types d'algorithmes. Il y en a un qui est déterministe, qui est basé sur l'état adjoint de l'agonale, qui est extrêmement rapide. Donc alors, quand je dis rapide, ça c'est un message aussi, c'est on a quand même besoin de puissance de calcul. Il faut des clusters et ceci et cela. Donc ça, on y arrive bien. Et également, j'ai parlé du mot incertitude. On a développé un autre algorithme en collaboration avec l'équipe de géostatistique, ici, là, qui est une approche stochastique qui permet de prendre en compte les incertitudes du modèle de vitesse qu'on va intégrer sur les incertitudes des positions des séismes. Alors, il a un inconvénient, il est un peu plus long en temps de calcul. Donc, on a les 2 approches pour le temps réel et celui-là dans lequel on tient en compte les incertitudes. Donc, je vais finir rapidement. Alors, si vous voulez plus de détails, il y a le poster qui est dehors. Donc, approche stochastique. Donc, ça, c'est basé sur un cas réel de fracturation hydraulique. Ici. Donc, vous avez sur cet exemple-là, qui est un cas relativement unique, c'est qu'on avait 2 antennes de capteurs dans des puits différents ici, et nous avions des sources, des tirs de calibration dans le puits à l'horizontale ici. Ça, c'est la mesure des vitesses qui ont été faites au puits. Donc on est dans un milieu qui est supposé relativement stratifié plan, et les résultats de la tomographie ici, on obtient non seulement on a le modèle initial en rouge, on a le modèle moyen, on a le meilleur modèle qu'on a obtenu, et associé également on a les intervalles de confiance. Et le résultat, on peut le voir sur la relocalisation d'un point de tir. Ici, c'est si on prend le modèle le modèle unique, le meilleur modèle, on trouve la localisation du tir de calibration ici, et nous on trouve le maximum ici. Ça c'est pour le plan X, Z, Y, X, j'imagine, etc. Donc on voit que à partir du premier modèle ici, là, on est incapable de relocaliser précisément le point de tir. Quand on prend en compte les incertitudes, ici, on a une meilleure localisation de notre séisme. Donc ça, c'est rapidement un premier exemple. Alors évidemment, tous les algorithmes de la physique de propagation des ondes, c'est la même chose qu'on soit dans le domaine pétrolier ou dans le domaine minier. Rapidement, juste pour conclure, ici, c'est une application qui a été faite sur des mines de cuivre au Chili dans le contexte du block caving. Alors, block caving, c'est relativement simple. Ça consiste à faire une cavité, puis la creuser de plus en plus. Et au bout d'un moment, on est en équilibre instable et les roches tombent et on peut les récupérer. Associé à ça, on a un certain nombre de séismes qui
dû à la fracturation qui arrive. Donc vous avez le plan de la mine ici, la cavité qui est dessinée ici. La cavité avance par foudroyage environ 3 cm ou 10 cm par jour, je crois. Donc on s'attend évidemment à avoir des séismes à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc quand on prend le modèle et donc ici, on se retrouve avec une microsismicité qui est extrêmement dense. Chaque point rouge représente un séisme et en un mois d'exploitation, on se retrouve avec quelque chose comme 33 000 séismes. Donc là, le modèle, donc ici, on a pris ces événements, on a fait une tomographie, où on a commencé à mettre à jour les modèles des vitesses. Ici, vous avez les perturbations, des décroissances des vitesses autour de notre cavité qui sont dues à la fracturation. Ici, ça c'est la localisation avant, ici, et une fois qu'on a mis à jour notre modèle de vitesse, on a une bien meilleure focalisation des événements qui est en accord avec la théorie, enfin qui est en accord avec ce que les géomécaniciens de la mine voulaient attendre. Donc là, je crois que j'ai fini. Juste pour conclure, ici, ce sujet qui est relativement récent chez nous, donc ça a permis en particulier de faire une collaboration qui est relativement étroite entre l'équipe de géophysique et de géostat. En particulier maintenant, on est en train d'entamer une collaboration avec l'université de Karlsruhe, qui eux sont plutôt dans la géothermie. Ça a permis on va commencer une collaboration avec l'école normale supérieure ici, et vous avez bien compris depuis le début, on est en collaboration extrêmement étroite avec Magnitude. Magnitude, c'est une des 3 ou 4 sociétés au monde qui fait le monitoring microsismique dans les contextes de la fracturation hydraulique. C'est une compagnie qui est basée le centre de recherche est basé à Manosque, parce que maintenant ils sont à Baker Hughes. En particulier maintenant, nous avons un chercheur de Magnitude à temps plein chez nous, et en particulier, on a des contacts également, un projet qui a commencé entre Total et GDF Suez. Là, je vous ai parlé d'ondes élastiques. Quand on fait la propagation des ondes dans les argélites, c'est des roches qui sont anisotropes. Et si on ne tient pas compte de l'anisotropie, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est un truc. Et également, on ne sait pas trop comment le gérer pour le moment. On commence à avoir des demandes aussi bien d'industriels que d'académiques en sismologie pour les outils de modélisation qu'on est en train de développer. Bon, en pratique, il y a eu un certain nombre d'articles qui sont publiés en présentation. Il y a eu une thèse, en particulier une thèse CIFRE par Magnitude. On a une autre thèse en commun avec la géostatistique, un étudiant en master ici, et on a des financements un peu divers et variés. Donc il y a eu des financements Carnot, financement par Codelco, mine de cuivre au Chili. Actuellement, on a un financement avec Total et GDF Suez. Et également, évidemment, donc, comme Dominique l'a dit, on intervient dans des projets AIMI avec l'ADEME. On a d'autres projets, évidemment, c'est donc plus sur le milieu académique, c'est sur la sismicité naturelle, avec l'école normale supérieure dans le cadre de PSL, pour travailler sur la microsismicité naturelle dans le golfe de Corinthe. Et puis, ben voilà. Si vous avez des questions, je vous remercie beaucoup.